C'était une priorité sous Barack Obama. C'est aujourd'hui un point d'interrogation sous Donald Trump. Quelle place les Américains veulent-ils tenir en Asie? Seule indication pour l'instant, Washington s'est retiré du traité de libre-échange mais maintient sa présence militaire dans la région. Reportage à Bangkok signé Clovis Casali avec Charles Dupoisa. Pendant la guerre du Vietnam, les avions américains décollaient de la base d'Utapao. Une rampe de lancement aussi pour les opérations en Afghanistan ou en Irak. La Thaïlande est le plus vieil allié des États-Unis dans la région. Et les Américains partagent leur expertise lors de Cobra Gold, qui rassemble 29 pays d'Asie-Pacifique. Nos marines agissent de manière professionnelle dans les contrôles, mais sans être dans la confrontation ici, car il faut comprendre que c'est une situation d'évacuation et pas de combat. De la Birmanie au Japon, en passant par le Pakistan, des hauts gradés et plus de 8000 soldats participent à l'événement. Ce jour-là, ils assistent à des exercices de contrôle et d'évacuation de civils en temps de crise. Mais c'est aussi l'occasion d'échanger avec les Américains, car l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a créé de l'incertitude. Sa décision de se retirer du traité de libre-échange transpacifique a été mal vécue dans une région où les États-Unis ont un rôle militaire majeur. On a eu d'innombrables élections aux États-Unis, des transitions politiques faciles. Pour l'instant, je n'ai noté aucune différence. Nous aimons cette région, nous comprenons l'importance de cette région. Notre commandement pacifique couvre 52% de la planète, des côtes californiennes jusqu'aux Maldives, du pôle Nord au pôle Sud. Les États-Unis veulent rassembler et chacun met les tensions de côté. Depuis le coup d'État des militaires en 2014, Washington appelle Bangkok à plus de démocratie. Quand on cherche à interroger ce porte-parole de l'armée thaïlandaise, il accepte, mais veut un Américain à ses côtés. Cette année, on veut mettre l'accent sur les relations publiques. Le major Eastburn, moi et le lieutenant-colonel Dan, on essaie de communiquer beaucoup de manière conjointe. L'événement permet aussi aux Américains de montrer leur force de frappe. La première puissance militaire du monde organise ses manœuvres en associant ses plus fidèles alliés dans la région. Certains se sont rapprochés ces derniers temps de Pékin, comme la Thaïlande, avec l'achat de tanks et sous-marins. À l'université de Thammasat à Bangkok, les experts s'intéressent de près à cette Chine qui inquiète plusieurs pays, mais reste incontournable comme partenaire économique. Beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est ont des conflits militaires avec la Chine, des disputes territoriales, comme en mer de Chine méridionale. Ces pays ne veulent pas que la Chine remplace les États-Unis. En même temps, ils ne veulent pas que les Américains leur disent quoi faire. Donc difficile pour ces pays de faire un choix entre les deux. Cependant, ils dépendent économiquement de la Chine. La Chine a justement été invitée comme observateur lors de Cobra Gold. Elle a participé à financer cette école dans la campagne thaïlandaise. Pékin ne cache pas ses ambitions. C'est notre politique étrangère qui veut qu'on soit de plus en plus impliqué dans les affaires de sécurité internationale. Donc on consulte, on communique, on se coordonne avec les autres pays. Donald Trump a dit qu'il voulait se concentrer sur les États-Unis. Est-ce que ça va ouvrir des portes à la Chine? Alors là, votre question dépasse le cadre de Cobra Gold. Merci beaucoup. Donald Trump est clairement un sujet à éviter, quel que soit l'interlocuteur ici. L'ambassadeur américain confie à demi-mot que la nouvelle administration ne peut pas se permettre de délaisser la région. Si Washington a promis de durcir le ton dans les négociations économiques avec Pékin, l'ambassadeur affirme qu'il y a assez de place pour les deux puissances dans la région. La Chine est en train de prendre de l'importance sur la scène mondiale. Elle est de plus en plus riche et puissante. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose et pas un problème. Ce n'est pas surprenant que la Chine commence à peser et à se faire entendre près de chez elle et en Asie du Sud-Est.
Avez-vous été informé par la Maison-Blanche de ces projets pour la région ? J'ai parlé avec des officiels du département d'État et de la Maison-Blanche. Tout ce qu'ils m'ont dit est rassurant sur la continuité de notre politique ici. Plusieurs dizaines de milliers de soldats américains sont déployés dans les pays d'Asie-Pacifique. Tous attendent de savoir si la région sera une priorité de la politique étrangère du président Trump, comme sous Barack Obama. Voilà pour le reportage. Nous sommes en ligne avec Alessio Patalano. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de défense et de sécurité sur l'Asie de l'Est au King's College London. Finalement, en Asie aussi, Donald Trump n'a pas de stratégie claire ? Certainement, il y a des éléments qui ont été éclairés déjà pendant les premières semaines dès qu'il a pris le contrôle, parce que il y a 2 semaines, le nouveau ministre de la Défense, Mattis, il a visité les alliés les plus proches aux États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ce qui donne clairement une indication du sens que par rapport à ce qui s'était passé pendant la campagne électorale où il avait remis en question l'importance des alliances dans la région, ce premier mouvement, en fait, se suggère quelque chose de différent. C'est-à-dire que les alliances, surtout avec Japon et Corée du Sud, ça reste quand même des points fermes, des points importants de la politique étrangère et de sécurité des États-Unis dans la région. Après, clairement, l'élément le plus difficile à comprendre par rapport au changement, c'est le rapport avec la Chine. On a vu qu'il y a eu des déclarations plutôt fortes, des actions au début qui ont remis en question toute une série d'éléments, des facteurs, dont par exemple la question de la One China Policy qui avait paru au début. Mais pour l'instant, c'est clair qu'en ce qui concerne la grande stratégie américaine dans la région, il y a pas mal de questions qui sont encore tout à fait ouvertes. La première victime finalement de Donald Trump en Asie, c'est le traité, le partenariat transpacifique. Pourquoi s'est-il retiré de ce traité de libre-échange qui avait été porté par Barack Obama ? Je pense que ça fait partie des activités économiques qui étaient une partie, qui faisait partie en fait de la formule économique que pendant la campagne électorale, Trump il avait commencé à développer, qui se présentait à l'opposé de ce qui était la campagne, disons les propositions économiques, les propos économiques de Obama. Cette idée de libre-échange, d'avoir du manque de possibilités de contrôler les exportations, mais surtout ce qui a évité à importer la région de l'Asie Pacifique, où énormément de boulot a été transféré des États-Unis dans la région au niveau surtout du développement et des usines. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important dans la narrative électorale de Donald Trump. Et il a suivi parce que ça aurait été plutôt difficile en fait de revenir en arrière. Cela dit, c'était aussi intéressant que pendant la visite au Japon, la rencontre entre Trump et le Premier ministre Abe, la discussion de ce partenariat est revenue. Donc même si la formule actuelle, ça reste en fait morte, mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas encore de discussions pour essayer de retrouver des points de rencontre entre ce qui était l'idée originelle et une forme d'organisation où il y aura une facilitation des échanges au niveau régional. Mais ce traité, il permettait de contenir d'une certaine manière la Chine et son influence dans la région. Alors ça, je pense que c'est quelque chose aussi que ça doit se redéfinir, dans le sens que si d'un côté ça aurait été tout à fait possible de contenir, de l'autre côté, la Chine c'est une puissance économique avec des rapports régionaux forts importants, ça est devenu de facto un des partenaires principaux de la plupart des acteurs régionaux. Donc sur ça, je ne pense pas que ça aurait été possible d'arrêter ce type de processus. Qu'en est-il de la présence militaire des Américains en Asie ? On l'a vu, elle reste forte dans le reportage. Les Américains restent principalement stationnés en Corée du Sud ? Alors oui, même s'il faut tout à fait dire qu'il y a 2 différents types de structures militaires. Si disons que il y a la présence en Corée du Sud, c'est une présence qui est surtout conçue pour adresser le problème de la Corée du Nord. Donc c'est quelque chose qui c'est tailor-made, c'est custom-made pour la péninsule coréenne. Les forces qui sont déployées par contre au Japon,
ça reste en fait les points de départ pour les déplacements, les déploiements au niveau régional. L'autre composante qui est très importante de la présence militaire, c'est toutes les activités routinières dans les exercices militaires qui permet aux forces américaines d'avoir des rencontres, des activités d'échange et d'entraînement régulières avec énormément d'acteurs dans la région. Donc la combinaison de ce deux types de formules, ça permet aux États-Unis de rester une puissance importante. Cela dit, on a vu que le programme de Trump d'élargir, renforcer la marine, ça nous donne quand même, la marine américaine, ça nous donne quand même une idée du fait que cette idée de projection de force, ça va rester fort importante pour l'administration et donc peut-être continuer à renforcer cet élément de projection dans la région. Très rapidement, s'il vous plaît, est-ce que sur la Corée du Nord, Donald Trump va se risquer à une intervention militaire ? Non, je pense que pour l'instant, toutes les indications sont de trouver une coordination avec les alliés en Corée du Sud. Merci beaucoup Alessio Patalano d'avoir été en direct avec nous depuis Londres. Je rappelle que vous êtes professeur de défense et de sécurité au King's College à Londres. Donc, on se retrouve